Au sud de Houston, le paysage change lentement. Les gratte-ciel disparaissent, remplacés par des raffineries, des champs plats, des marécages et des terrains vagues. L'Interstate 45, qui relie Houston à Galveston, traverse cette zone comme une cicatrice d'asphalte. Pendant des décennies, cette portion d'autoroute a porté un surnom sinistre dans les médias américains. Texas Killing Fields, les champs de la mort du Texas. Entre la fin des années 1960 et les années 2000, des dizaines de jeunes filles et de femmes ont disparu ou été retrouvées assassinées dans un rayon relativement restreint autour de cette route. Certaines étaient adolescentes, d'autres jeunes femmes. Elles avaient un point commun. Elles se sont volatilisées entre leur domicile, un arrêt de bus, un magasin, une plage ou une station-service. Et parfois, leurs corps ont été retrouvés plus tard dans des terrains vagues, des fossés, des champs envahis par les herbes hautes. En août 1971, Colette Wilson, 13 ans, disparaît après un cours de musique. En novembre 1971, Brenda Jones, 14 ans, est retrouvée morte près d'un bayou. Dans les années qui suivent, d'autres jeunes disparaissent dans le même couloir géographique. Mais ce n'était que avec la découverte de plusieurs corps dans un terrain isolé près de League City, en particulier dans un champ bordé de lignes électriques, que l'expression Texas Killing Fields s'impose. Là, au milieu de la boue séchée, des broussailles et des canalisations, on retrouve successivement plusieurs victimes. Un simple rectangle de terre devient un symbole national de la violence invisible qui rôde le long des routes américaines. Les habitants de la région commencent à parler d'un magnétisme du mal autour de l'I-45. Les médias s'emballent, une autoroute maudite, le corridor de la disparition, la route dont les filles ne reviennent pas. Mais derrière les titres sensationnalistes se cache une réalité plus complexe. Une combinaison toxique de vulnérabilité sociale, de terrains géographiques propices à dissimuler des corps, d'absence de coordination policière, et peut-être, oui, d'un ou plusieurs prédateurs en série qui ont su profiter de ce chaos. Dans les statistiques, on les appelle femmes non blanches, runaways, victimes non identifiées. Mais elles avaient des noms, des visages, des rêves. Certaines venaient de familles relativement stables. D'autres vivaient dans des foyers difficiles, marqués par la pauvreté, la violence, l'alcoolisme ou l'instabilité parentale. Beaucoup étaient aux jeunes, entre 12 et 19 ans, et faisaient ce que font les adolescentes. Sortir, aller à la plage, marcher jusqu'au magasin, prendre un bus. Dans la zone entre Houston et Galveston, la culture de la voiture est reine. Les trottoirs s'interrompent, les arrêts de bus sont isolés, les routes secondaires traversent des zones quasi désertes. Pour une jeune fille seule, rentrer à pied, faire de l'autostop, accepter un trajet d'un inconnu ou d'une connaissance lointaine devient une routine dangereuse. Certaines victimes étaient soupçonnées de être liées à la prostitution de rue ou à la consommation de drogue. Ce simple détail suffisait parfois à diminuer la priorité de leur dossier aux yeux des autorités. Les familles se heurtaient à des phrases glaciales. Elle doit être partie volontairement. Ah, probablement une fugue. Entre les années 70 et 90, la vision des fugueuses était souvent chargée de jugement moral. Une adolescente qui disparaissait n'était pas immédiatement perçue comme une victime potentielle, mais comme une rebelle, une ingrate, voire une délinquante. C'est dans cet angle mort social que les prédateurs prospèrent. Les Texas Killing Fields ne sont pas seulement un lieu physique, mais un concept, un espace mental où certaines vies sont considérées comme moins urgentes à protéger. Lorsque les corps commencèrent à apparaître dans les champs, souvent décomposés au point de rendre l'identification difficile, la douleur des familles prit une forme terriblement concrète. Colliers, jeans, chaussures, restes d'eau, c'est et tout ce que, il restait de quelque un que, on avait un jour serré dans ses bras. Le contraste était brutal. D'un côté, une autoroute banale, des routes de banlieue, des parkings de supermarchés. De l'autre, des fosses anonymes à quelques centaines de mètres, où le vent et le soleil effacent patiemment les preuves. Du point de vue policier, l'affaire des Texas Killing Fields est un cauchemar méthodologique.
D'abord, parce qu'il ne s'agit pas d'un seul dossier, mais de dizaines de disparitions et de meurtres étalés sur plusieurs décennies dans plusieurs comtés sous la juridiction de différentes agences, police locale, shérif, Texas Rangers, FBI, etc. Ensuite, parce que les victimes ne sont pas toutes liées entre elles, ni par âge, ni par mode de vie, ni par circonstances exactes de disparition. Certaines ont été retrouvées dans le champ emblématique près de League City. D'autres, le long d'autres segments de l'I-45, dans des fossés, des marécages, des zones boisées. Enfin parce que l'état des corps, souvent découverts après de longs mois d'exposition aux éléments, limite les possibilités et analyse médico-légale, ADN dégradé, cause de la mort difficile à déterminer, absence de traces claires d'armes. Les enquêteurs se retrouvent avec un puzzle dont les pièces proviennent peut-être de plusieurs plaques différentes. S'agit-il de plusieurs tueurs indépendants agissant dans une région propice à la disparition des corps? Ou d'un petit nombre de tueurs en série, chacun avec son propre cycle, ses propres victimes, mais utilisant la même logique? Enlever, tuer, déposer dans un champ isolé, laisser le temps faire le reste, ce qui complique encore plus les choses, les archives dispersées, les rapports perdus, les transferts de dossiers entre services, les changements de personnel, les priorités fluctuantes au fil des années. Dans les années 80 et 90, la notion de profil de tueur en série itinérant commence à être mieux comprise. Mais dans le corridor Houston-Galveston, la charge de travail est énorme, les ressources limitées. La police passe parfois, dans ce mort, trop d'une affaire à une autre sans pouvoir relier les points en temps réel. Les familles, elles, voient surtout une chose. Les années passent et aucune justice n'arrive. Tandis que les médias accumulent les couvertures dramatiques, la réalité quotidienne est chez moins spectaculaire. Des inspecteurs qui consultent des photos jaunies, des cartes où l'on ajoute des épingles rouges, des appels de mères épuisés, des espoirs brisés à chaque faux espoir. Au fil du temps, plusieurs noms apparaissent comme suspects, possibles, dans certains des meurtres liés ou potentiellement liés au Texas Killing Fields. Certains de ces hommes ont été condamnés pour d'autres crimes violents dans la région, souvent des agressions ou des homicides sur des femmes ou des enfants. D'autres ont été questionnés, observés, mais jamais inculpés formellement pour ces dossiers spécifiques. Par souci de prudence juridique et éthique, il faut rappeler que dans de nombreux cas, les preuves directes sont insuffisantes. Les liens sont circonstanciels, présence dans la zone, antécédents, type de véhicule, témoignages indirects. Et certains suspects ont nié jusqu'à leur mort toute implication. Ce qui importe ici, ce n'est pas de dresser un portrait définitif de le tueur, mais de comprendre le profil global des prédateurs qui rôdent dans ce type d'environnement. Hommes d'adultes, souvent ayant l'habitude de conduire de longues distances, parfois employés dans des métiers mobiles, transport, chantier, travail offshore, maintenance d'oléoducs, etc., connaissant bien le réseau routier secondaire et les terrains isolés, avec une consommation problématique de pornographie violente, de drogue ou d'alcool, ayant parfois déjà commis des agressions sexuelles ou des enlèvements. Certains suspects dans les Texas Killing Fields ont été ultérieurement liés, grâce à l'ADN, à d'autres crimes contre des femmes dans le Texas ou dans d'autres États. Mais cela ne suffit pas à les relier, de manière absolue, à tous les corps retrouvés le long de l'I-45. Et c'est là que réside une angoisse particulière pour les familles. Même si l'un d'entre eux est coupable de quelque chose, nous ne saurons peut-être jamais exactement ce qu'il a fait à notre fille. La justice partielle devient une sorte de seconde injustice. Un homme est condamné pour un crime, mais d'autres dossiers restent officiellement non résolus, même si tout le monde soupçonne de manière officieuse qu'il en est aussi l'auteur. Les Texas Killing Fields sont un cimetière, mais aussi un no man's land judiciaire. La question centrale du documentaire et du débat criminologique est celle-ci. Sommes-nous face à une coïncidence macabre ou face à un terrain de chasse utilisé par un ou plusieurs tueurs? D'un côté, on peut invoquer la coïncidence géographique. Une grande autoroute très fréquentée, une zone où beaucoup de jeunes circulent à pied ou en stop,
des zones rurales isolées à proximité immédiate, des décennies d'activité, un contexte socio-économique fragile. Dans ce cadre, il n'est pas impensable que des crimes indépendants aient eu lieu, commis par des auteurs différents, sans connexion entre eux. La concentration apparente serait alors le résultat d'une combinaison de facteurs locaux. Mais l'autre hypothèse, plus dérangeante, est celle de prédateurs conscients du terrain. Des hommes qui comprennent que la police mettra du temps à connecter les points. Certaines victimes sont moins susceptibles de déclencher une enquête massive. Les champs à proximité de l'autoroute permettant une disparition rapide du corps, loin des regards. Pour un esprit criminel structuré, l'I-45 devient une sorte de couloir opportuniste. Et le champ de League City, avec plusieurs corps découverts sur un même site, symbolise mieux que tout la possibilité d'un usage répétitif de un même lieu. Les enquêteurs eux-mêmes restent divisés. Certains penchent pour l'idée d'un petit nombre de tueurs en série, chacun responsable d'un groupe de victimes. D'autres insistent sur l'aspect patchwork du corridor. Une chose est certaine, peu importe le scénario précis, il a été rendu possible par une faiblesse systémique. Manque de coordination entre agences, préjugés envers les victimes, insuffisance des outils médico-légaux à l'époque, et sous-estimation de la dangerosité réelle des disparitions de jeunes femmes le long de cette route. Aujourd'hui, lorsqu'on traverse l'Interstate 45, on pourrait ne jamais imaginer ce qui s'est passé à quelques centaines de mètres de là, entre les clôtures et les lignes électriques. Certains des champs, autrefois vides, ont été partiellement urbanisés. D'autres restent des terrains vagues, envahis par l'herbe haute, sous un ciel immense. Des croix, des panneaux, des mémoriaux improvisés rappellent les noms de quelques victimes. Les familles organisent parfois des veillées, des marches, des rassemblements pour maintenir la mémoire vivante et la pression sur les autorités. Certaines affaires ont été partiellement résolues, d'autres restent froides. Des boîtes de preuves dorment encore dans des archives de comté, en attendant qu'un jour, une nouvelle technologie ADN ou un témoignage oublié fasse bouger une pièce du puzzle. Mais il est possible, et peut-être le plus difficile à faire accepter, que plusieurs de ces crimes ne soient jamais officiellement résolus. Que les tueurs soient morts, incarcérés pour d'autres délits, ou simplement dissous dans l'anonymat banal des banlieues. Alors était-ce une coïncidence ou l'œuvre d'un ou plusieurs prédateurs en série? La réponse la plus honnête aujourd'hui est celle-ci. Les deux sont vrais à la fois. Une coïncidence de vulnérabilité structurelle et des prédateurs qui ont su l'exploiter. Les champs de la mort du Texas ne sont pas seulement un lieu. Ce sont le produit d'un système qui n'a pas su protéger les plus fragiles, qui a tardé à relier les disparitions et qui trop souvent a minimisé la valeur de certaines vies. Et tant que toutes ces femmes n'auront pas de réponse, l'ombre de l'I-45 restera, elle aussi, un crime non résolu.